Et pour discuter de ce sujet, donc de la littérature jeunesse à l'épreuve du temps, il y a 3 invités à mes côtés. Vous avez les bios assez détaillés dans vos livrets, donc je vais présenter plus brièvement nos 3 invités. Nous avons donc au bout de la table à droite Karine Picot. Karine Picot qui est conservatrice à la réserve des livres rares de la Bibliothèque nationale de France. Nous avons juste là à ma droite Monique Malfedoet qui est présidente et conseillère scientifique du Fonds de l'image et du texte pour la jeunesse de la Fondation Batoche Schmidt en Belgique. Et au milieu, entre vous deux, nous avons Marie Lalouette qui est conseillère éditoriale et littéraire et qui a été notamment rédactrice en chef de la revue de livres pour enfants, qui vient de sortir un livre sur les 50 ans de Gallimard. Donc avec Marie, nous avons à la fois la connaissance de la littérature jeunesse au sens large, mais aussi, ce qui sera intéressant, c'est un rebond et un point de vue d'éditrice qui sera assez complémentaire avec nos 2 autres invités. Alors pour peut-être commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est important qu'on sache de quoi nous parlons, de quoi il s'agit, et peut-être de vous entendre, Monique Malfedoet, sur ce que c'est que le Fonds de l'image et du texte pour la jeunesse que vous avez, que vous portez. Qu'est-ce que c'est que ce fonds? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus comment aussi il se constitue? Voilà, ça va. Globalement, c'est une volonté justement qui est liée à l'idée de patrimoine. Donc, la Fondation Batoche Schmidt, c'est une fondation qui a été créée par 2 personnes qui sont des collectionneurs, et essentiellement des collectionneurs d'illustrations. Alors, Luc Bathieu fut au préalable le directeur du Centre de littérature de jeunesse de Bruxelles et la personne qui a pris sa place à son départ à la retraite est d'ailleurs ici dans la salle. Il s'agit de Céline Cordemans. À partir de là, il y a une volonté de toute une équipe, parce que nous sommes vraiment très nombreux, une volonté, nous sommes des bibliothécaires, nous sommes des enseignants, nous sommes des chercheurs, nous sommes des critiques, et il y a une volonté double, de préserver un patrimoine et aussi de transmettre. Et c'est pour ça que nous avons une revue qui s'appelle Lu et partagé, qui est sur le site de la Fondation, qui est accessible gratuitement et qui reprend des articles, qui reprend l'actualité de la littérature de jeunesse et qui reprend aussi l'actualité de la littérature de jeunesse. Par ailleurs, nous organisons des expositions, nous organisons des conférences et nous travaillons le plus possible en collaboration, aussi bien d'ailleurs avec la Belgique, et si possible les 2 communautés, qu'avec la France. Alors, voilà, ça c'est l'objectif. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, à la table, ce que je voulais aborder, c'était la transmission. On va y venir. On va y venir peut-être voilà. Juste avant la transmission, comment est-ce qu'il se constitue le fonds? Avant de transmettre, comment vous constituez le fonds? Alors, le fonds, le départ, c'est la constitution d'une collection privée des 2 fondateurs, collection qui a été construite à partir d'une 40aine d'années. Et pour l'instant, il y a aux alentours de 800-900 illustrations qui sont des originaux. Ça va? Merci, parfait. Mais c'est important, avant qu'on aborde cette question-là de ce qu'on souhaite transmettre, bien comprendre comment se constitue le fonds. Et peut-être laisser la parole à Karine Picot, puisque vous êtes à la Bibliothèque nationale de France. Donc, comment vous pourriez présenter le fonds jeunesse des livres rares à la BNF? Comment le caractériser? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Alors, la réserve des livres rares de la Bibliothèque nationale de France est donc un département de collection encyclopédique. Un département donc de collection encyclopédique qui conserve des livres imprimés, donc depuis l'invention de l'imprimerie au milieu du XVe siècle jusqu'au dépôt légal contemporain. Donc des livres très divers. Et au sein de cette collection, depuis les années 80 et de manière plus concrète depuis la décennie 90, le livre pour enfants se taille une part de plus en plus importante qui est liée finalement à la redécouverte de la dimension patrimoniale du livre pour enfants. Et donc c'est devenu un domaine d'acquisition, d'enrichissement des collections.
Et voilà, je cite toujours l'exposition que nous avons faite en 2014, qui retraçait 10 années d'enrichissement de la réserve des livres rares et dans lequel le livre pour enfants était représenté par 10% des pièces sur 100, donc 10 livres pour enfants. Et vous avez aussi cette vocation de transmettre, en tout cas vous avez eu ce projet-là et vous avez, avec Albin Michel, entrepris des rééditions de certains des livres qu'il y a dans la bibliothèque, qu'il y a dans le fond. Et je voudrais commencer par un premier livre dont vous m'avez parlé quand on a préparé un peu la table ronde, qui posait aussi des questions, tout simplement, avant même de poser des questions plus de fond sur le contenu du livre, qui posait des questions de forme. Il s'agissait du livre du Petit Chaperon Rouge, qui posait des questions très matérielles quand vous avez voulu le rééditer. Quelles sont un petit peu les questions qui se sont posées? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe, déjà sur cet exemple-là? Alors l'aventure avec Albin Michel, elle a commencé en 2015. On a aujourd'hui au catalogue de la Bibliothèque nationale de France 10 titres. Le 10e titre va bientôt paraître. Et donc le Petit Chaperon Rouge était le premier titre que nous avons publié, qui est donc un petit chaperon rouge illustré par Edgar Tedgat. Edgar Tedgat est un artiste belge, conteur, graveur, typographe, imagier, et qui n'a eu de cesse de remettre sur le métier cette illustration du Petit Chaperon Rouge entre 1910 et 1921. Et donc là, c'est la dernière édition en 1921, qui était une édition bibliophilique à 110 exemplaires, 40 exemplaires sur Chine notamment, donc une édition très très soignée, dont nous avons acquis un exemplaire dans les années 80, qui était un exemplaire offert à un enfant. Et donc ce livre-là a retenu mon attention parce que Le Petit Chaperon Rouge était un conte universel, vraiment dans le corpus du livre pour enfants, il s'imposait, et puis parce que l'imagerie d'Edgar Tedgat était à la fois naïf, populaire, et donc semblait faire un alliage séduisant. Et donc la contrainte matérielle, c'est qu'effectivement on partait d'un livre qui était relié avec une petite corde rouge, qui était sur papier de Chine, surtout les illustrations qui sont des linogravures, 16 linogravures, dans lesquelles les couleurs sont toutes différentes d'une page à l'autre, puisque c'est de la couleur directe. Donc le rouge n'était jamais le même, et donc pour reproduire le plus fidèlement possible, l'imprimeur et les graphistes de chez Albin Michel se sont un peu arrachés les cheveux. Et puis, autre particularité, c'est que le texte, qui reprenait le texte de l'édition originale du XVIIe siècle, sans ponctuation, le texte était gravé dans le buis, c'est-à-dire qu'Edgar Tedgat était aussi un typographe et que donc il a décidé de graver une à une les lettres dans du bois de buis, et donc il a composé ainsi son texte. Et donc la première remarque que m'a faite Lucette Savier, qui donc collaborait avec la BNF pour Albin Michel Jeunesse, c'était de dire que ce n'était pas compréhensible et pas lisible par les enfants d'aujourd'hui, et qu'il fallait recomposer tout cela en caractère typographique contemporain. Et voilà, et donc c'était la première discussion que nous avons eue, puisque pour moi, la typographie et le travail typographique de Tedgat avaient autant d'importance que son œuvre illustrative en termes donc de linogravure, et que le tout devait être maintenu tel que paru originellement. Ça, on a un premier exemple déjà des questions qui peuvent se poser quand on veut rééditer. Et au-delà de ces premières questions qui sont vraiment sur la forme, il y a aussi des questions qui sont sur le fond et que vous vous êtes posé, et que vous vous posez aujourd'hui, ce qui vous a fait réagir quand vous avez vu le titre et qu'on vous a invité à cette table ronde, Monique, puisque vous avez, vous, tout de suite pensé à Elisabeth Ivanovsky, et vous allez nous en dire un petit peu plus, et en particulier à un livre dont elle disait elle-même que c'était son préféré. Et je vais vous laisser poursuivre pour que vous puissiez exposer un peu les questions qui se posent pour vous. Alors voilà, donc le fonds Ivanovsky donc, fait partie de la réserve précieuse de la Bibliothèque nationale de France. Alors vous savez peut-être que c'est une illustratrice, je ne vais pas revenir sur sa carrière, mais globalement c'est une illustratrice qui est devenue belge parce qu'elle est venue en 1932 à Bruxelles faire des études à la Cambre, qui était une école extrêmement reconnue dans la logique du Bauhaus. Voilà, pour faire simple, elle est russe d'origine. Elle n'avait pas beaucoup de moyens, ce qui fait qu'elle n'est pas allée à Paris, parce que Bruxelles, toujours aujourd'hui d'ailleurs, Bruxelles est beaucoup plus accessible à toutes les catégories sociales que Paris. Et elle a d'ailleurs vécu dans des conditions épouvantables. Elle a été russe, elle a été roumaine, parce que les événements de sa vie, tout en ne bougeant pas
de l'endroit où elle vivait, elle est devenue roumaine parce qu'il y a eu les accords. Hein. Et puis elle est venue ici. Elle a été charmée par les hommes belges et elle a épousé un poète belge et elle est donc devenue effectivement belge. Alors ça, c'est l'historique. Mais comme elle n'était pas à Paris, elle n'a pas été reprise notamment par les albums du Père Castor. Voilà. Alors, globalement, il y a une maison d'édition qui est pour moi extrêmement performante, qui est française, hein, ça n'a rien de belge, et au niveau justement technique. Et au niveau qualité du papier, de la couleur, du travail, ce sont les éditions Mémo. Et les éditions Mémo ont réédité de nombreux ouvrages d'Ivanovski, ce qui est vraiment une très très bonne nouvelle. Alors j'arrive au livre dont je voulais parler. Vous en avez la couverture ici, et on est en plein dans une réalité. Je reviens un petit peu sur ce que Graciela disait par rapport à la transmission, au patrimoine. Et nous sommes ici, c'est un livre qui a été écrit par un poète belge qui chez nous est assez connu, qui s'appelle Frans Hellens, et c'est un texte qui a été écrit en 1936. Nous sommes en pleine période de colonisation en Europe. Alors, parce que je sais qu'il faut être rapide, un rapide remarque, en Belgique, un lycéen sur 4 qui sort du lycée ignore que la Belgique a une colonie qui s'appelle le Congo. Voilà. Alors évidemment, ça parle de beaucoup de choses, de beaucoup de problèmes, surtout à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe. Hein, on sait bien que en Belgique, comme en France, je suppose, on n'aime pas trop se souvenir qu'on a été des colons. Personnellement, même dans ma famille, j'ai découvert des choses qui m'ont perturbée. Ça met en cause la famille royale, enfin c'est très compliqué tout ça. Et on n'en parle pas assez, et ça n'est pas suffisamment dans les cours d'histoire. Puisqu'on a diminué les cours d'histoire, donc je ne vous dis pas. Or, ce livre-ci est certainement un livre qui est dans les stéréotypes de la colonisation. Nous sommes en 1936, mais ce n'est pas du tout un ouvrage qui met en avant la culture européenne et en contrebas la culture congolaise. Que du contraire. Hellens était fasciné, comme énormément d'artistes à l'époque, par tout ce qu'on a appelé ce mouvement primitiviste. On connaît bien la connotation qu'il y a dans ce mot. Hein. Je ne remets pas ça en cause. Mais alors, quand on sait que Tintin au Congo est toujours édité en 2016 et qu'ici, vous avez des illustrations d'Ivanovski qui risquent, à moins que nous ayons une aide précieuse, qui risquent de ne jamais être réédité. Voilà, je vous montre parce que je voulais que vous puissiez admirer, puisque voilà, ce sont des images qui sont ancrées dans une époque. C'est dans le constructivisme, c'est très très clair. Alors on parlait aussi, j'ai été didacticienne 20 ans, et en l'occurrence, c'est important de montrer à des enfants des images qu'ils vont alors pouvoir peut-être un jour reconnaître, parce que c'est beaucoup plus facile de reconnaître quand on a déjà rencontré, des images qu'ils vont retrouver dans les musées, dans les peintures, dans les mouvements littéraires. Et d'autre part, je trouve que cacher la colonisation, attention, ce livre, si jamais il devait être réédité, il faudrait qu'il y ait tout un contexte. On ne peut pas le rééditer comme ça, nous sommes tout à fait d'accord. Et la dernière phrase, puis je me tais, je promets, c'est que le Premier ministre congolais, lors de l'indépendance, qui était Patrice Lumumba, qui a été lâchement assassiné par des Belges, par des Américains, par tout ce que vous voulez, enfin peu importe, est un personnage mythique pour le Congo. Et en l'occurrence, sa fille a un jour déclaré, il y a très très peu de temps, ce n'est pas en déboulonnant des statues qu'on change ce qui s'est passé. Voilà. Mais finalement, en vous entendant là et en entendant Graziella juste avant,
est-ce que le texte que vous présentez là n'est pas un peu l'équivalent du texte second dont parlait Graziella, c'est-à-dire que les textes dont on parlait tout à l'heure, ça me vient là, hein, mais les textes dont on parlait tout à l'heure sont des textes qui réclament une connaissance préalable. Ce dont vous parlez en présentant ce livre précis réclame une connaissance préalable en fait des enfants qui précède la lecture et quid de sa recevabilité. Voilà. Et c'est peut-être quelque chose sur lequel, Marie, ça pourrait être intéressant de t'entendre avec ton point de vue d'éditrice. C'est une question que tu t'es beaucoup posée et que tu te poses sur la recevabilité d'un texte qui va arriver directement dans les mains du lecteur. Et ce dont on parle là, c'est un texte qui réclame en fait un appareillage critique. Est-ce que... Une contextualisation. Parce que sinon, ça peut se suivre sans d'apprentissage au préalable. Mais une contextualisation, ça c'est certain. Et la recevabilité, est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu peux peut-être nous éclairer un peu? Quelles sont les questions qu'on se pose? Parce qu'on n'a pas les réponses. Les réponses, ça serait trop beau si tous les éditeurs avaient les réponses. Mais quelles sont les questions qu'on se pose, voilà, quand on cherche à éditer un texte? Pardon. Donc là, on parle des textes qui ont déjà eu une première vie et qui sont anciens, et on se demande si on doit les garder ou s'il vaut mieux ne pas les garder. En réfléchissant à ta question, je me suis dit qu'il y avait finalement dans cette histoire-là 3 arbitres des élégances. Il y a d'abord le lectorat, il y a ensuite l'éditeur et il y a ensuite l'auteur. Il y a bien sûr le texte lui-même, hein, mais c'est des gens aussi qui ont fait ces livres-là. Et donc, pour moi, il y a ces 3 personnes, et ces 3 notions-là sont à interroger. C'est-à-dire que le lectorat, on peut peut-être changer ce mot-là pour avoir l'ashtora. C'est-à-dire que si vous passez en grande cérémonie tous vos vieux Martines à votre fille ou à votre petite-fille, c'est en dehors des radars de l'économie du livre. Donc, ça ne compte pas. Donc, le lectorat, c'est lui qui donne le succès, qui donne la nécessité ou l'envie à un éditeur de garder un texte. Je prends un exemple. Quand j'étais... peut-être qu'il y a des gens qui vont me maudire à cause de ça, mais tant pis. Quand j'étais chez Hachette, je m'occupais de la bibliothèque Rose et Verte à un moment donné où on a changé de fond en comble cette édition. Et je tombe sur des livres de Paul-Jacques Bonzon, que plus d'un ici connaissent, plus d'une et un connaissent, Les 6 compagnons, donc, qui ont commencé à être publiés en 1961. Et donc moi, je ne les ai pas lus dans mon enfance, donc il n'y avait pas de biais affectif. Peut-être que mes grands frères me les ont pas passés, j'en sais rien, mais en tout cas, il n'y avait pas de biais affectif, comme il peut y en avoir quand on a adoré ça quand on était petit, donc on veut les retrouver, etc., etc. Et donc... j'ouvre ces livres et je suis assez épouvantée, en fait. C'est-à-dire que c'est les 6 compagnons, donc c'est des garçons. On est en 2000. C'est des garçons, et à un moment donné, il y a la fille qui arrive, et comme on ne sait pas ce qu'elle va faire, elle va faire le secrétariat. Donc, quand on est dans une aventure dans Lyon, etc., enfin, les enfants s'agitent et tout, je me dis, mais alors ça, c'est pas possible du tout. Mais simplement, pour vous dire comment ça s'est passé, c'est que ces ventes étaient déclinantes. C'est-à-dire, si moi, j'étais allée voir le directeur financier d'Hachette Jeunesse en disant, c'est pas possible, ce livre où la fille est une secrétaire et les garçons vont à l'aventure, si les ventes avaient été très très bonnes, il m'aurait dit, t'es mignonne, mais on va quand même les rééditer. Et voilà, donc là, on a toujours des choses qui se conjuguent les unes avec les autres. Donc moi, j'ai décidé, et j'ai eu la possibilité de décider, parce que les ventes étaient déclinantes, de ne pas rééditer. Après, je me suis aperçue 10 ans plus tard, la Bibliothèque Rose avait réédité ces livres-là. Mais là, il y a la notion d'auteur qui intervient. C'est-à-dire qu'un auteur, il est puissant ou il n'est pas puissant. Paul-Jacques Bonzon était mort à ce moment-là. Il est mort en 1978, et c'est quelqu'un dont l'œuvre a été continuée, quelles que soient ses qualités. Et il y a des qualités. Il a fait une littérature populaire, notamment il a toute une série sur la vie dans les HLM après la guerre qui est assez intéressante. Donc il est mort et son œuvre a été continuée. Et donc ça veut dire que la notion d'auteur est absente de ce questionnement-là. Donc, quand la Bibliothèque Rose a décidé quand même de reprendre, j'étais plus là, donc il faisait tout bien comme il voulait, a décidé de reprendre les 6 compagnons. Ils ont décidé de le faire dans une version simplifiée,
Donc ils ont retravaillé le texte, j'imagine le plus intelligemment possible, mais c'est écrit simplement. Donc on a Paul-Jacques Monzon sur la couverture et on a juste à côté du copyright texte revu par l'éditeur. Donc là dans le triangle il est bancal d'une certaine façon. Et donc, le statut de l'auteur en littérature jeunesse est quelque chose qui est très, très important dans la survie ou la revie d'un texte. Et on est dans une littérature populaire. C'est une littérature populaire, on n'y peut rien, c'est comme ça, et c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance et de valeur. Et dans une littérature populaire, l'idée d'auteur, elle est moins importante que le personnage, par exemple. Et donc, retripatouiller l'œuvre de Paul-Jacques Monzon, c'est sans problème, on y va, on fait bien ou pas bien, à vous de regarder, mais ça ne pose pas de problème. Et donc l'auteur, il est une figure fragilisée dans ce triangle-là. Et là, plus la notion d'auteur dans le livre pour la jeunesse est importante, et plus son texte est respecté. Et j'ai le temps de faire une petite citation ? Bien sûr. Donc, on est dans l'excellence de ce que peut être un auteur pour la jeunesse. Aujourd'hui, c'est Marie-Aude Murail qui vient d'avoir le prix Andersen, donc on ne peut pas imaginer statut plus enviable dans la littérature pour la jeunesse. Et elle, donc dans ce triangle éditeur, auteur, lecteur, à un moment donné, elle relit ses textes et se dit « mais ça ne va pas ». Alors moi, j'ai déjà été l'éditrice de Marie-Aude Murail, c'était dans J'aime lire, où elle avait une petite série. Je ne serais jamais allée voir Marie-Aude Murail en lui disant « écoute Marie-Aude, là, ça ne va pas trop en fait ». Parce que c'est quelqu'un qui est impressionnant, quelqu'un qu'on respecte, quelqu'un qui a une œuvre. Donc je n'aurais pas eu l'aplomb d'aller lui dire « ça ne va pas trop ». Mais en revanche... pour la revue des livres pour enfants, je vous conseille ce numéro, j'ai eu la chance de l'interviewer, ça a duré toute une journée, donc c'est un grand entretien. Et donc, c'est elle-même qui pose la question de comment ces textes peuvent continuer à exister et à quelles conditions ils peuvent continuer à exister. Donc, elle dit, récemment, donc je la cite, récemment, en relisant la série des Nils, ou bien Amour, vampire et loup-garou, je me suis dit que je n'étais pas si authentiquement féministe que ça. Constance, donc sa fille, qui est maintenant une jeune fille, très en pointe sur le féminisme, m'a poussée à reconsidérer ce que j'avais écrit. Mes personnages masculins ont parfois un côté macho que je trouvais sexy et que je trouve juste pénible à présent. Quand mon éditrice m'a demandé si je souhaitais modifier des choses dans mes romans au moment de leur passage en poche, j'ai rectifié certains dialogues, ça m'a grandement soulagée. Donc l'éditrice n'a pas demandé à ce que Marie-Aude corrige ses textes, c'est elle qui est la proposition. Je lui relance la question. Ton travail de révision n'a porté que sur cette question ? Non, je me suis confrontée à des problèmes plus techniques, des scènes que j'avais omises d'écrire par paresse, et à l'inverse, des longueurs, des explications inutiles, par manque de confiance en mon lecteur. La réédition de textes anciens peut encore poser un autre problème, celui de la réactualisation. Est-ce qu'on va garder l'histoire d'un match France-URSS et le prix du magnétoscope en francs, etc., etc. Et donc, elle, sa réponse pour ça, c'était de donner très précisément, dès le début du texte, et c'était un objet de correction pour elle, de dire à quelle époque ça se passe. Et que s'il n'y a pas de téléphone portable, c'est pas parce que les héros sont low-tech, mais c'est parce que ça n'existait pas. Voilà. Ce qu'elle dit sur les questions que posent les textes anciens, il y a cette question-là, et puis il y a plus largement un contexte, un vocabulaire et une histoire qui a aussi changé. C'est un peu la question qui se posait pour vous à la Bibliothèque nationale, je pense en rebond, pour prolonger un peu sur les propos de Marie-Aude Murail. Vous êtes posé des questions assez importantes, notamment pour la réédition d'un texte, qui sont les petits contes nègres pour enfants. Et vous avez fait un travail de grande réflexion avec Albin Michel. Comment ça s'est passé ? Quelles sont les questions que vous vous êtes posées ? Et puis cette question de la réactualisation du texte. Dans la triangulation dont parle Marie, il y a l'auteur. Là, il n'y a plus l'auteur. Il y a vous qui vous posez cette question.
voilà, quelles sont les différentes questions que vous, en tant que conservatrice, vous vous posez, que l'éditeur se pose, et puis comment vous avancez votre travail. Alors, il faut tout d'abord rappeler que ce texte, donc Les petits contes nègres pour les enfants des Blancs, était au catalogue de Gallimard depuis 1978 et jusqu'à 2018, que ça n'avait jusqu'en 2017 pas posé problème. Et donc, 2016 d'ailleurs, notre édition est intervenue en 2016. Et effectivement, ce qui a posé problème dans ce livre, c'est uniquement le titre, donc le mot nègre dans le titre. Lucette Savier, donc, a bien, chez Albin Michel Jeunesse, a perçu tout de suite le problème que ça pouvait poser. Et donc voilà, on s'est demandé s'il fallait modifier le titre, s'il fallait mettre un avertissement, etc., etc. Il y a dans tous les livres que l'on réédite un texte, une postface qui explicite et qui resitue un petit peu l'œuvre et la présente. On a fait le souhait de maintenir le titre tel qu'il était. J'ai pas eu l'occasion de dire, mais c'est effectivement dans le partenariat que nous avions avec Albin Michel Jeunesse. Je dirais que moi, j'étais plutôt du côté du respect de l'œuvre originale, c'est-à-dire que l'on conserve dans nos collections, tout en adaptant effectivement par des moyens techniques, puisqu'on ne fait plus les livres comme on les faisait dans les années 20 ou 30. Et puis, Albin Michel était, de son côté, très, très attentif à la recevabilité du texte aujourd'hui. Et donc, c'était toujours un compromis, une discussion entre nous. Et finalement, donc, on a décidé de maintenir le titre tel qu'il était. Et effectivement, on a eu, sur les réseaux sociaux, les réactions les plus vives qui qualifiaient ce livre de négrophobe, voilà, de raciste, sans avoir même pris le temps de se pencher sur son contenu, puisque donc abstraction faite du titre, c'est véritablement une ode à la négritude, avec des contes africains que Sandrars a ciselé avec une mélopée extraordinaire. Ce sont vraiment des contes de toute beauté. Et que là, donc, on éditait pour la première fois, donc le Gallimard rééditait avec les illustrations de Jacqueline Duhem, et donc là, nous avions repris la première illustration qui était de Pierre Pinsard, qui était un artiste, graveur sur bois, donc ce sont des bois en 3 tons, très influencés dans le style cubiste et la sculpture africaine. Voilà, donc c'était avant tout aussi ce livre illustré que nous souhaitions faire redécouvrir. Ce texte a été publié dans une collection qui s'appelait L'Âge d'Or, dans lequel il y avait le pays des 36 000 volontés de Mauroy, donc une collection pour enfants chez un éditeur qui s'appelait Éditions des Portiques. Voilà, donc c'est véritablement un livre pour enfants, des contes suite à l'anthologie nègre que Sandrars avait publié. Il a décidé de faire un recueil pour enfants. Et ce sont vraiment des contes extraordinaires, quoi. Donc l'achoppement, il s'est fait véritablement sur le titre. Et est-ce qu'il fallait en modifier le titre ? Est-ce que vous pensez que, comme on parle justement de cette littérature populaire qui peut évoluer, on a l'impression d'une sorte de paradoxe entre, d'un côté, la littérature jeunesse, qui est une littérature, comme tu le disais Marie, perçue comme populaire, ou en tout cas comme un genre mineur dont on pourrait faire évoluer éventuellement les textes ou qui sont réécrits, et d'un autre côté, la littérature jeunesse qui souhaite gagner ses lettres de noblesse et donc avoir des textes qui en quelque sorte se figent dans le temps. Mais est-ce que c'est pas un peu paradoxal aussi ? Parce que quand on veut rééditer, si on veut s'adresser à des enfants, comment rééditer en s'adressant à des enfants sans l'appareillage critique ? Ce qui veut dire qu'on a la médiation d'un adulte. Je n'ai pas la réponse, hein, mais je vous soumets la question. C'est la question de l'adresse. À qui s'adresse le texte quand on le réédite ? Parce que, par exemple, la négritude, c'est en soi un concept, une notion qu'il faut connaître. Et donc, la question pour moi qu'il y a derrière, c'est là je reviens à la triangulation dont tu parlais, Marie, c'est la question du lecteur. Où est le lecteur qui reçoit l'œuvre à ce moment-là ? Et c'est pour ça que je ne dis pas que du tout que j'ai la réponse, mais je mets à plat les questions que vous vous posez voilà, quand vous rééditez. Et Monique, vous voulez réagir ? Oui, je vous en prie. Oui, je voulais simplement dire que dans l'exemple que vous avez cité, excusez-moi, attendez, si vous voulez bien pour qu'on entende. On se trouve effectivement, c'est bien de dire un peu ce truc-là, on se trouve effectivement devant une littérature populaire. Mais ce n'est pas la littérature de jeunesse qui est une littérature populaire. Chez les adultes, je suis désolée, la collection Harlequin, ce n'est pas non plus Proust. Hein, donc voilà. Ah oui, non, mais c'était pas... donc voilà, ici, l'exemple qui est cité est effectivement, que ce soit Alice Détective, où là il y a la notion d'auteur, ça n'existe même pas, parce que
c'est un conglomérat d'auteurs. Les Martine, mon Dieu. Voilà, mais tout en littérature de jeunesse, loin de là. Et le cas de Blaise Cendrars, alors il y a quand même le cas de beaucoup d'écrivains, Éluard, Desnos, enfin plein d'écrivains qui sont de grands artistes pour tout public, qui ont choisi, et on connaît le cas de Tournier, qui ont choisi aussi à un moment donné d'écrire des versions pour la jeunesse. Ça n'empêche que ce sont toujours de grands écrivains et qu'il faut respecter leurs textes. Oui. Loin de moi l'idée de vouloir dire que la littérature jeunesse est une littérature populaire. Je rebondissais sur le terme de littérature populaire tout à l'heure et ce paradoxe entre à la fois le statut de l'auteur et la réactualisation éventuelle d'un texte et cette fameuse question de l'adresse à un moment donné. En fait, c'était ça l'idée. Et peut-être puisqu'on parlait de recevabilité, on a pas mal parlé de recevabilité du texte. Ça nous amène à la question de la modernité. Qu'est-ce qui fait finalement la modernité d'un texte ou des images? Est-ce que les deux questions sont en pendant. Est-ce qu'ils vieillissent de la même manière? Et qu'est-ce que ça veut dire vieillir? Ou qu'est-ce qui fait la modernité? Par exemple, pour revenir sur vos propos et sur Elisabeth Ivanovski, qu'est-ce qui, pour vous, fait la modernité de ce texte en quoi on a entendu sur le fond ce que vous souhaitiez voir transmis à travers ce livre, mais qu'est-ce qui pourrait en faire la modernité graphique et textuelle, si on revient sur la forme? Voilà, alors au niveau du texte, donc je répète que c'est un écrivain qui a écrit essentiellement pour les adultes, Franz Hellens. C'est un écrivain relativement classique, mais ici c'est un texte qui est intéressant et qui pourrait interroger les gens aujourd'hui. Alors moi je suis toujours très dubitative sur les âges des livres, l'âge du lectorat pour les livres. J'ai entendu avec plaisir que Gabriella prenait plaisir à lire. Bon, moi aussi, je les achète pour moi. Parfois j'en profite pour mes petits-enfants, mais je les achète aussi pour moi. Bon, voilà. Le théâtre également, d'ailleurs. Soit. Donc, la modernité, je préfère globalement, la modernité du texte, c'est un questionnement d'un homme qui sort de la guerre de 14, parce que le texte, l'édition ici de 1936, mais le texte d'Hélène, ça a d'abord été écrit pour adultes, puis une adaptation pour la jeunesse. Et il sort de la guerre de 14, il s'est rendu compte de ce que plein de gens ont perçu, c'est que la civilisation, la culture, l'Occident, ça avait mené à la boucherie. Et il se révolte complètement, et dans sa vie d'ailleurs. Il quitte, à un moment donné, il part dans le sud de la France, c'est peut-être pas aussi exotique, mais pour vivre dans une période, nous sommes tout de même dans les années 20, et beaucoup d'artistes l'ont fait, beaucoup de plasticiens notamment, par rapport à la lumière. Et puis il pose la question aussi des croyances. Donc Hellens n'est pas un catholique, Hellens n'est pas un chrétien, mais Hellens est un mystique. Et il se pose la question, et c'est comme ça que l'histoire de Bassina-Boulou, c'est l'histoire d'un fétiche. Alors je sais tout ce qu'on peut mettre à côté d'idées de fétiche, mais c'est l'histoire d'un fétiche et d'une fascination pour une forme de religiosité différente. Voilà. Et ça, je crois que ça peut rejoindre des tas de questionnements actuels. C'est aussi peut-être le fantasme de l'homme occidental, et peut-être encore toujours maintenant, par rapport à d'autres cultures qui semblent des réponses différentes. C'est vrai qu'il y a le stéréotype que l'Afrique est plus naturelle par rapport à la culture européenne, et ça pose la question actuelle de se dire, est-ce que la technologie, est-ce que l'évolution de nos sociétés est à suivre, ou bien est-ce qu'il faudrait revoir notre perception? Donc voilà. Alors c'est pour ça que je voulais montrer, et il y a encore d'autres images, mais pour les arts plastiques, cette modernité, elle est dans les audaces des mises en page, elle est dans les audaces des couleurs, des lignes, et justement de proposer ici à un jeune public, puisque c'était pour jeune public, de proposer des œuvres qui pourraient être
des œuvres dans un musée d'art plastique, d'art moderne, pas contemporain, mais d'art moderne. Voilà. Est-ce que ça vous fait réagir par rapport à ce que vous avez aussi comme réflexion à la BNF ? Oui, alors le cas de Bas Bassina-Boulou, dont on conserve les originaux, effectivement, est un cas un petit peu à part. Je dirais que ce qui poserait aussi problème, c'est le côté un petit peu ardu du texte aujourd'hui, qui flirte un peu avec le surréalisme et qui est un petit peu compliqué. Voilà. Alors les illustrations sont extraordinaires, mais c'est vrai que je le rééditerai difficilement dans la collection des titres que nous avons actuellement, parce que c'est vraiment un texte qu'il faut accompagner, mais qui reste très très beau. Oui. Et alors pour ce qui est du Sandrars, je pense qu'aujourd'hui, donc il a été publié en 2016 par Albin Michel et la Bibliothèque nationale de France. Si aujourd'hui je devais avancer ce projet, il ne verrait pas le jour, c'est très clair. Et ce qui m'a un petit peu aussi permis de mesurer le chemin parcouru depuis cette dernière décennie, c'est qu'il y avait un autre texte au catalogue d'Albin Michel qui était aussi important dans l'histoire de cette maison d'édition, c'est Batouala, qui était publié en prix Goncourt en 1921, dont le sous-titre, lorsqu'il est paru, était « Véritable roman nègre ». Et jusqu'en 1999, Albin Michel a réédité ce livre avec son sous-titre. Magnier l'a fait également en 2002. Et pour le centenaire, en 2021, lorsqu'Albin Michel a réédité Batouala, cette fois-ci, le sous-titre a disparu. Voilà. Et c'est une œuvre qu'on pourrait mettre dans une autre thématique, mais qu'on pourrait rapprocher des Petits Contes nègres. Et voilà, c'est aussi pour vous dire que ces 10 dernières années, on a un travail quasiment d'autocensure, c'est-à-dire qu'on réfléchit beaucoup avant d'éditer. Personnellement, derrière moi, il y a toute une équipe éditoriale à la BNF, puisque donc Albin Michel a cessé de collaborer avec nous après l'album Aline Ali, et qu'on a décidé de poursuivre l'aventure éditoriale seule. Donc on continue, et le prochain titre va paraître en novembre. Et donc derrière, il y a une équipe éditoriale qui m'accompagne, et donc je ne suis pas la seule à décider, et ce sont vraiment des choix qui sont à débattre, mais il y a clairement une autocensure qui s'est instaurée ces 10 dernières années. Marie, est-ce que c'est difficile, hein, toutes ces questions sont complexes. Est-ce qu'on peut parler d'autocensure ou plutôt de réflexion que tu aurais sur la désuétude, ce que c'est que la désuétude d'une œuvre, parce qu'on peut se dire que voilà, on s'auto-censure, on ne va pas publier de peur de réaction, mais il y a un autre type de réflexion, et je voudrais t'entendre peut-être dessus, Marie, qui serait celle de se poser la question de ce que c'est finalement que la désuétude d'une œuvre. On s'est demandé un peu ce que c'était que la modernité. Qu'est-ce que ce serait la désuétude, et je vous renvoie au blog de Marie qui a un petit billet dessus. Tu parles notamment de cimetières surpeuplés des œuvres désuètes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, parce que tu as une réflexion toi-même sur des livres que tu avais publiés, et ça renvoie à ce que tu lisais de Mario de Muraille tout à l'heure, en fait. Oui, effectivement. Alors déjà, tout ça, c'est la preuve d'une chose, hein, c'est que la littérature, et la littérature pour la jeunesse, ça me semble être déjà la marque que la littérature et la littérature pour la jeunesse ne sont pas des domaines immobiles. Donc, on est tous muables, et c'est important d'accueillir cette muabilité comme quelque chose de positif. Après, la question, elle est difficile, celle que tu poses, qui est à quelles conditions une œuvre est pérenne, d'une certaine façon. Donc, d'abord, je trouve que ce mélange, le fond et la forme. Parfois, c'est la forme qui a vieilli, parfois, c'est le fond qui est plus possible, mais les deux vont ensemble. Ensuite, je trouve qu'il y a une prime aux œuvres qui ont pris des risques. Alors, de préférence des risques réussis, mais on voit que dans toute la littérature du XIXe siècle, il y en a une qui est lisible aujourd'hui, qui s'appelle La Comtesse de Ségur. Elle a pris des risques, elle n'a pas fait exactement ce que faisaient les autres. Alors, on peut dire que c'est du talent, certainement, c'est du talent, c'est du travail, c'est beaucoup de choses, mais il y a une prime au risque pris, parce qu'on est en avance. Et puis, le monde change. La littérature pour la jeunesse travaille toujours en écho avec le monde. Et là, je voudrais citer
ce matin, on a entendu Clémentine Beauvais, qui vient de publier un livre formidable qui s'appelle il est là toujours ? Non, il n'est plus là. Écrire comme une abeille. Et dans ce texte, c'est une jeune autrice qui a déjà une bibliographie importante et elle explique, Clémentine qui est là, elle explique qu'elle a publié un album tout au début de sa carrière, quand elle avait à peu près 20 ans, et elle l'a écrit avec toute la bonne foi du monde, et on l'en croit capable, et ce livre-là est aujourd'hui le marqueur du chemin qu'elle a fait depuis. Et donc, elle n'a plus envie de voir ce texte-là. Elle voudrait que ce texte soit oublié, mais néanmoins, elle l'affronte. Elle l'affronte avec une forme d'humilité en disant j'ai écrit ça à un moment donné où je pensais ça et je m'aperçois que je me suis trompée, que j'ai fait des erreurs. Je vous invite à lire le passage dans le livre, c'est beaucoup plus intéressant que ce que je vous raconte. Et elle demande elle demande le désir d'oubli. Et je trouve que quand on est dans cette triangulation entre auteur, lecteur, lectorat et éditeur, c'est la plus jolie configuration qui soit, la plus élégante d'une certaine façon. C'est qu'on a un auteur qui est à la fois critique de son œuvre et qui mesure l'avancement du monde comme il va. Voilà. Et peut-être une dernière question, puisqu'on va devoir clôturer la table ronde. Est-ce que, puisque je rebondis sur les propos de Clémentine Beauvais, puisque dans son livre, elle parle aussi du rôle des sensitivity readers. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, donc peut-être que tu peux juste décrire, Marie, expliquer ces sensitivity readers et leur rôle, mais est-ce qu'ils auraient un rôle, par exemple, à jouer dans le cas de réédition ? Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'ils soient un lectorat premier pour ces rééditions ? Est-ce que ça pourrait être pertinent, puisqu'on y pense pour des textes nouveaux à éditer, puisque Clémentine Beauvais, justement, parle de leur importance aujourd'hui. Quid, par exemple, pour ces rééditions ? Est-ce que tout le monde... Alors, ce que c'est que les sensitivity readers donc ce sont des lecteurs sensibles, allons-nous dire, et je vous invite à lire le paragraphe consacré par Clémentine Beauvais dans son livre, parce qu'il est absolument... Il est assez clair. Il est absolument parfait, oui. Et donc, alors déjà, j'ai longtemps enseigné l'édition, et j'ai toujours expliqué à mes élèves éditeurs, des futurs éditeurs, en disant, l'éditeur ne sait pas tout, il ne doit pas savoir tout, mais il doit poser les bonnes questions. Et donc, on peut, depuis toujours, quand on est éditeur, si on a une question avec laquelle on n'est pas à l'aise, on doit aller chercher une compétence que l'on n'a pas. C'est très, très important, c'est la modestie du métier d'éditeur. Je vous prends un exemple. On a publié dans J'aime lire, il y a donc quelques années, puisque je n'y suis plus depuis un petit moment, un texte sur la maladie d'un enfant, un enfant qui se bat contre un cancer. Et je trouvais qu'on marchait sur des œufs, parce que c'était un sujet grave, il fallait pas dire de bêtises. Et on s'est rapproché d'une association qui s'appelle l'association Sparadra, en leur demandant, voilà, on a l'impression que ce texte est sincère, il l'était, et qu'il est pertinent pour comprendre, pour mettre des mots, etc. Et donc, dans ce texte, il y avait le petit garçon qui avait cette maladie, qui livrait bataille contre sa maladie. Et là, les médecins de l'association Sparadra nous ont dit, mais non, c'est terrible de dire ça, parce que si l'enfant perd, il est coupable. Donc, cette métaphore qui est très, très courante en littérature de jeunesse sur la façon dont on affronte la maladie, cette métaphore, elle n'est pas pertinente et il vaut mieux ne pas l'utiliser. Donc, ça veut dire que depuis toujours, on a eu des sujets, au fur et à mesure qu'on aborde des sujets graves, c'est-à-dire qu'en 1960, on ne parlait pas de cancer dans les livres pour la jeunesse, donc on n'avait pas cette problématique-là. On était dans le soi proche. Donc là, on a des sujets qui nous interpellent plus, qui nous mettent un peu plus en danger, et pour lesquels il faut aller chercher les compétences qu'on n'a pas et éclairer les doutes que l'on peut avoir. Donc en ce moment, ce sont d'autres thématiques qui sont sur le devant de la scène, le rapport aux personnes racisées, le rapport entre hommes et femmes. Il est interrogé, on doit marcher sur des œufs, comme toujours, on marche toujours sur des œufs quand on publie quelque chose parce qu'on en a la responsabilité. On ne peut pas laisser l'auteur tout seul face à cette responsabilité, c'est trop compliqué. Je vais vous parler, ça fait longtemps, mais quand j'étais étudiante en édition,
d'édition. Françoise Sagan venait de publier un livre qui se passait dans le Nord, au milieu des mines. Et Françoise Sagan s'était trompée entre Coron et Terril. C'était emmêlé, bon, ça peut arriver à tout le monde. Et donc tout le monde s'était moqué de Françoise Sagan à l'époque. Mais c'était pas de Françoise Sagan dont il fallait se moquer, c'était de l'éditeur. L'éditeur, il peut pas laisser quelque chose comme ça. Sauf que c'est l'auteur tout seul qui endosse ça. Donc dans ce triangle, on est solidaire, on doit poser les bonnes questions au bon moment. Et si on a besoin de sensitivity readers maintenant sur tel ou tel sujet, eh ben allons-y. Après, quand il y a un auteur dans le triangle, l'auteur peut très bien dire « mais non, ça, je ne suis pas d'accord avec cette correction-là parce que je tiens à tel ou tel point de mon texte et il est responsable de son texte, sauf si c'est quelque chose de criminel, évidemment, la question ne se pose pas, mais l'auteur va endosser la responsabilité de son texte. On n'a jamais vu le masque et la plume se moquer d'un éditeur qui avait mal fait son travail. Donc voilà, on a besoin d'un certain nombre d'outils et de personnes qui manient ces outils, et on les utilise en fonction des questions que l'on se pose. Et l'auteur est là pour faire le tri, de se dire bah non, je peux pas, j'ai pas envie, et l'éditeur accompagne cette démarche. Et Karine Picot ou Monique Malfedo, est-ce que le sensitivity reader vous paraît une éventuelle aide, un interlocuteur qui pourrait être pertinent dans la question de la transmission, par exemple? Je ne me permettrai pas de répondre, je suis pas auteur. C'est vrai que le livre dont moi je parle ici, c'est un livre, l'auteur est décédé depuis très très longtemps. Je remarque quand même que, et je comprends très très bien ce questionnement, des choses dont on ne prend pas toujours conscience, tout à fait. Ceci dit, alors je ne parle pas des maisons d'édition dans lesquelles vous avez travaillé, mais il y a quand même des maisons d'édition qui n'hésitent pas à continuer à éditer des textes qui peuvent être très choquants. Alors il y a aussi des maisons d'édition qui se posent la question avec intelligence. Notamment, moi je dis toujours à mes étudiants, Céline est un auteur de génie, mais excusez-moi, c'est un salaud. Voilà, donc on réédite Céline, on réédite pas Céline, c'est une vraie question. Quand l'auteur est vivant, qu'on lui pose la question et qu'il ait le droit à la parole, ça me semble tout à fait normal. Par contre, oui, tout à fait. C'est tout à fait logique. Par contre, et surtout dans le cas que vous citiez d'un album qui avait été écrit et que l'auteur ne partageait plus l'approche, bah là, il n'y a pas photo. Par contre, c'est beaucoup plus complexe quand, après la mort, comme avec Dalle, par exemple, ou quand des héritiers, avec Agatha Christie, ont décidé de changer le titre d'un roman policier bien connu. Et je me demande quand même si c'est vraiment par sens de la justice sociale ou si ce ne serait pas par hasard pour que ça se vende mieux. Karine Picot? Non, je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit, à savoir qu'effectivement, il y a deux cas de figure. Le cas de figure où l'auteur est vivant et travaille avec son éditeur, et dans ces cas-là, peut recourir au service des sensitive readers. Mais pour ce qui est des livres publiés il y a 30, 40, 50 ans, je ne me sens pas l'autorité, je ne suis pas habilitée à réécrire quelque chose. Je préfère à la rigueur m'abstenir si on me dit que c'est pas possible. Dans ces cas-là, je préfère m'abstenir de rééditer, de faire redécouvrir quelque chose plutôt que d'intervenir sur une œuvre. Mais merci à toutes les trois. Est-ce qu'il y a des questions? On peut prendre peut-être une question ou je demande au maître du temps une ou deux questions si vous en avez. Il y a une question là. Il y a deux questions, mais je crois qu'il y a un micro qui arrive. Bonsoir et merci merci pour vos témoignages passionnants. Ça a été abordé épisodiquement, mais je voulais savoir s'il y avait une recherche, voire une prospection systématique des titres rééditables, et par qui et comment. Est-ce que c'est une loterie ou est-ce qu'il y a des politiques éditoriales, ou plutôt des politiques d'éditeurs ou d'institutions de conservation qui le font, et qu'est-ce qui passe au travers? Alors déjà, il y a ce qui s'appelle le domaine public et le domaine privé. Donc, tant qu'une œuvre est dans le domaine privé, elle appartient à son éditeur, et souvent c'est l'éditeur qui a
cette responsabilité, cette question à se poser. Ensuite, très souvent, dans les textes anciens, il me semble que là, on revient au mot lectorat, mais on pourrait parler d'ashtora, ou bien on peut parler d'argent aussi, ça revient à peu près au même. C'est de se dire, est-ce que c'est viable, est-ce que ça peut être intéressant? Donc, c'est la question des commémorations, c'est la question des thématiques, etc. Donc, voilà. Si c'est l'éditeur, enfin, si ça appartient à un éditeur, c'est l'éditeur qui se pose la question. Et si c'est dans le domaine public, après, c'est ce que vous faites, c'est-à-dire d'aller chercher des pépites qu'on considère pouvoir continuer à exister. Et peut-être, Karine, vous pouvez compléter et dire comment ça se passe en particulier. Voilà. Oui, alors dans la plupart, les 10 titres que nous avons republiés, hormis peut-être le Petit Chaperon Rouge de Ted Gad, qui était une acquisition plus ancienne des années 80, tous ces livres ont été publiés, je dirais, dans les 5 ou 6 années après que la Réserve des livres rares en ait fait l'acquisition sur le marché. Donc on a acheté l'édition originale qui était déjà en soi une découverte, découvrir un livre pour enfants des années 30 ou des années 50, et donc la faire rentrer dans les collections de la bibliothèque. Et je dirais qu'immédiatement après, le livre s'est imposé comme devant être partagé et redécouvert par les enfants d'aujourd'hui parce que son graphisme reste très moderne. Je pense par exemple à Sleepy Book de Charlotte Zolotoff, qui est de 58 et beaucoup de gens se sont posé la question de savoir si c'était une nouveauté 2015 ou voilà. Et en fait, donc c'est un livre de 58. Et voilà, ce qui prime dans nos choix, c'est avant tout effectivement l'aspect graphique, c'est-à-dire le caractère très très surprenant, ou la qualité technique. Ici, c'est de la chromolithographie pour Egernet, donc de la lithographie en couleur. C'est très artistique. C'est un documentaire sur la vie de l'écureuil, avec un texte qui est scientifique, fait par un naturaliste, et des illustrations par un illustrateur jeunesse danois des années 30, voilà, qui pratiquait la lithographie en couleur. Et donc, Egernet est véritablement à mettre en parallèle avec Panache l'écureuil, puisque là, nous sommes en 39 et qu'en 34 paraît le Panache de Rojan. Voilà, donc ce sont à chaque fois des choix esthétiques. Je citerai par exemple, puisqu'on est aussi allé jusqu'à Reykjavik pour publier ce livre de 1959 qui s'appelle Ali, Nali et la Lune, et qui là aussi était très avant-gardiste à l'époque et qui était à mettre en parallèle finalement avec Petit Bleu et Petit Jaune, dont il est contemporain. Voilà, donc pour le coup, de tous les livres qu'on a réédités, c'est celui qui véritablement s'adresse à la toute première enfance, vraiment les tout petits. Et voilà, graphiquement, il nous a séduits, et voilà, c'est avant tout effectivement l'aspect graphique de l'album qui nous fait le retenir. Et après, c'est une discussion, effectivement, alors avec Albin, quand c'était une coédition Albin Jeunesse, ou avec le service éditorial qui sent un peu plus que moi quel public peut être intéressé par cette réédition. Oui, je voulais encore juste ajouter une chose, c'est qu'il y a des maisons d'édition parce que c'est un grave problème. Les livres de jeunesse, particulièrement, ils restent un laps de temps dans une librairie, et puis ils disparaissent, et il y en a de nouveaux qui arrivent, voilà. Il y a des maisons d'édition, je préfère peut-être pas les citer, mais vous saurez de quelle maison je parle. Il y a des maisons d'édition, il y en a plusieurs, qui ont des collections patrimoniales et qui rééditent régulièrement. Sinon, vous n'auriez plus Ungerer, vous n'auriez plus Sendak et d'autres. D'accord ? Oui, moi, ce qui me gêne en fait dans le fait d'effacer un sous-titre comme les Contes de la Négritude, ou de changer le titre d'Agatha Christie, Lady Petit Nègre, c'est pour moi, j'assimile ça à une forme de négationnisme. C'est-à-dire, on veut faire croire que ça n'a pas existé, qu'à une époque, on pouvait appeler Contes de la Négritude, ça ne choquait personne, ou que Les Petits Nègres était un titre qui n'était pas choquant dans le contexte dans lequel le livre a été écrit. Donc voilà, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une réflexion. Moi, ça me gêne parce qu'on veut effacer une sorte de mémoire d'une certaine époque, et du coup, on dénature l'œuvre de l'auteur, même si l'auteur n'avait pas de mauvaises intentions, puisque c'était dans un contexte particulier. Je crois qu'on va rentrer dans un débat un peu compliqué. Une dernière, Martine. Je veux simplement dire que ce n'est pas une question de... Si l'auteur était là, il nous dirait qu'à l'époque,
Et vous pouvez regarder, le mot nègre n'était pas péjoratif. Donc il ne faut pas oublier ça. Dans ce cas-là, on supprime les cahiers dans le tour. Donc, Mais bien, oui, bien sûr. C'est n'importe quoi. c'est simplement ça. C'est comme Sauf que pour avoir travaillé avec des jeunes au Rwanda et en République démocratique du Congo, quand j'ai posé le livre sur la table, j'ai tout de suite été traitée de colonialiste. Ils n'ont pas voulu entendre, ils n'ont pas le contexte historique. Et ça a été impossible de leur faire ouvrir ce recueil que j'avais mis parmi d'autres, qui était un travail autour des contes de plusieurs continents. Et celui-là, ils l'ont rejeté, mais d'emblée. Alors, c'était pas cette édition, mais peu importe. Moi, j'avais l'édition de poche Gallimard, et voilà. Donc, les contextes sont complexes. Et je crois que ça pose une vraie question d'histoire de l'histoire, ouais, et que malheureusement, une certaine jeunesse n'a pas. Peut-être une petite citation pour terminer, clôturer. Et juste avant, je vous donne 2 dates de Lecture Jeunesse, qui est une association qui vise à développer la lecture et l'écriture des ados. Et j'ai 2 petites dates à vous donner si ça vous intéresse, avant la citation, que je voudrais vous donner pour terminer la table ronde. Il y a une table ronde au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil le 4 décembre sur le thème « Les ados face au regard des autres, quelle place de l'adulte dans la construction de soi ?» avec Joe Vitek, Anne Cordier et Michel Salifou. Et un colloque le 12 décembre à la Maison de la Poésie qui a pour thème « Les adolescents et leur pratique de l'écriture au XXIe siècle. Nouveau pouvoir de l'écriture ». C'est une enquête, une restitution d'enquête qui repose sur une enquête quantitative et qualitative. Voilà, 2 infos qui peuvent vous intéresser. Et peut-être pour clore la table ronde, parce qu'elle soulève, vous voyez beaucoup de questions. Il y a les livres qui sont là sur la table que vous pouvez venir voir, puisque justement nos invités ont eu la gentillesse de venir avec des livres. Et pour peut-être fermer cette table ronde avant les réflexions aussi qui s'ouvriront demain, et comme on a pas mal parlé de Clémentine Beauvais, qu'elle était là ce matin, je vais terminer avec ces mots dans Écrire comme une abeille, qui est tout texte, même jeunesse, est idéologique, c'est-à-dire qu'ils mettent en place un système de valeurs, de croyances, de peurs, de désirs et de vision du monde, intimement lié à une organisation sociale et politique spécifique. Idéologique est le langage, idéologiques sont les structures narratives, idéologiques sont les attentes des lectrices et des lecteurs, idéologique le packaging des livres et leur distribution, idéologique leur médiation et leur lecture, idéologique l'identité des actrices et des lectrices. Idéologiques sont les mots, les images dont sont faits les livres pour enfants, idéologiques car créés dans des contextes historiques, politiques, sociaux et culturels précis. Et nous clôturerons là-dessus la table ronde pour que chacun puisse méditer.